Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans ce très beau lieu qu'est le Carré à Château-Gontier, en compagnie de Jean Rouault, pour cette causerie littéraire autour de l'avenir des simples, votre dernier opus chez Grasset. Cette soirée a été pensée avec aussi le Carré et Lecture en tête, dans le cadre d'un partenariat qu'on a depuis quelques années. Et puis on a voulu être complémentaire d'une soirée qui a lieu le 15 janvier avec la programmation d'Un démocrate, un spectacle euh, programmé à 19h30 et qui raconte la vie et l'œuvre d'Édouard Bernays, neveu de Freud, et qui a été l'inventeur dans les années 20 de techniques de manipulation des masses sans précédent, ce qu'il a appelé lui-même la fabrique du consentement, qui a été repris en plus après avec la fabrication du consentement par Noam Chomsky. C'était donc, voilà, je pense qu'autour de l'avenir des simples avec Jean Rouault, on sera dans quelque chose de très complémentaire. Jean Rouault, vous êtes un auteur prolixe, très prolifique. Vous avez été reconnu de votre premier roman, Les Chants d'honneur, qui a obtenu le prix Goncourt en 1990. Vous êtes aussi dramaturge, scénariste de bande dessinée, et pour cette soirée, un essayiste engagé, en tout cas un écrivain engagé, un poète engagé. Et on va évidemment le constater dans l'avenir des simples. L'engagement est une réflexion que vous avez déjà partagée dans Être un écrivain, qui est paru en 2015, toujours chez Grasset. Et on peut lire dans la quatrième de couverture qu'on se présente l'opportunité d'écrire un billet d'humeur dans un quotidien régional. C'est le moment de prendre conscience que le réel existe bel et bien et qu'il serait temps de s'y confronter. Et pas seulement par l'écriture. Quoi faire de sa vie mérite aussi qu'on se pose la question. Eh bien, il semble que dans l'avenir des simples, cet engagement se dessine sous une forme d'une démonstration en faveur, il me semble, d'une liberté politique individuelle, dans son sens premier, c'est-à-dire c'est une liberté de s'organiser, d'exercer un pouvoir, garant d'une organisation porteuse d'égalité, de respect du collectif et aussi du lieu qui l'accueille, on va dire, de notre planète. L'avenir des simples est sous-titré par votre éditeur, il me semble, Petit traité de résistance. Alors on pourrait ajouter au multi-monstre de la logique capitaliste et libérale. Mais Jean Rouault, au-delà d'un manuel d'instruction ou d'un sujet d'étude, qui est un traité, pour moi ce serait plutôt un cri du cœur, une colère qui tenterait de se trouver une voie, avec les deux termes voix VOIE et voix VOIX. Vous êtes un écrivain, comme je disais, au genre multiple, vous êtes un écrivain aussi donc de la forme. Alors justement, avant d'aborder le fond de ce texte, qu'en est-il de la forme, de l'avenir des simples? En fait, j'ai passé beaucoup de temps à trouver une forme. Là, toute la première partie de ma vie, avant même que je publie, ça a été de m'interroger sur cette forme-là. Et il y avait une chose que j'avais notée, c'était que souvent, des romanciers avaient une forme pour le roman, et quand ils écrivaient des essais, soudain, c'était autre chose. Et je considérais qu'il y avait une malhonnêteté. Si on était capable d'écrire en deux langues, c'est qu'on avait deux discours. Et que donc la seule chose, c'était de trouver une langue unificatrice qui porte à la fois le récit, la pensée et la poésie. Et donc j'ai commencé avec cette idée, d'abord qui était là chez Proust bien sûr, de ce que Barthes appelle la tierce forme, c'est-à-dire que c'est d'un livre qui embarque toutes les formes d'expression en même temps, c'est-à-dire à la fois le récit, à la fois la pensée, la réflexion, la description, etc. Et qui embarque évidemment son temps. C'est-à-dire que c'est une pensée et un récit ancrés. Et mon premier livre, c'est donc les Chants d'honneur qui se passent pas loin d'ici, là, sauf la dernière partie qui se passe dans les tranchées de 14 dans le nord. Mais c'était déjà une problématique ancrée dans un territoire rural, avec, avec toutes les questions du territoire rural, à la fois sur
le côté plouc entre guillemets, le côté qui est fasciné par la ville, l'impression d'être toujours à la traîne de la modernité, etc. Ça, c'était toute mon enfance. Et ce qui a donné ici en Bretagne, enfin, Territoire ligérien, mais on n'est pas très loin. voilà, cette catastrophe industrielle, agro-industrielle, qui a pollué absolument tous les sols ici, et pour arriver à des marées d'algues vertes qui tuent tout ce qui passe. Donc c'est quelque chose d'ancien et qui n'était pas marqué uniquement par la restitution d'un temps passé, c'était l'inventaire d'un pays et de la mentalité de ces gens, des comportements, etc. Et parmi la mentalité de ces gens, dans mon enfance, ça avait une valeur essentielle, qui était la plus haute, c'était l'honnêteté. L'honnêteté, aujourd'hui, ça fait rire, c'est un gag. Je veux dire, on la cherche, on a un président qui passe son temps à raconter une chose et à jurer, et le lendemain à dire son contraire, sans vergogne aucune. Et donc voilà, ça a été les fondamentaux. Et comment trouver aussi une forme honnête, qui honnêtement, c'est évidemment à une langue riche, poétique, mais qui ne travestisse pas le réel, qui soit vraiment en prise directe avec le réel. Donc ça a été toute la première partie. Et une fois que j'ai eu cette forme-là, après, assez vite, j'ai commencé à écrire des articles dans la presse allemande et puis dans les 90 et la presse suisse. Et puis après, j'ai fait des chroniques littéraires, mais pas sur l'actualité littéraire, mais sur la forme, justement, la question de la forme dans l'humanité. Et j'ai vu que cette forme que j'avais trouvée était une forme souple et était capable de s'adapter, au fond, à tous les questionnements. Voilà. Et la question purement politique est arrivée à partir de... j'ai écrit un livre qui s'appelle L'imitation du bonheur, en 2006, qui tourne autour de avec en toile de fond la Commune de Paris. Et ensuite, en 2013, j'ai écrit un petit texte qui est au fond l'amorce de ce livre aussi, qui s'appelait Manifestation de notre désintérêt. Et en fait, j'avais une fille qui avait 20 ans à l'époque, et elle, ses amis, étaient dans un état d'inquiétude dingue par rapport à la situation du monde, puisqu'on annonçait qu'il n'y aurait plus de pétrole, plus de poissons, etc. On y est, hein. Et que donc j'avais écrit ce petit texte-là pour elle, et à partir de là, il y a une vraie réflexion écologique, on va dire, pour aller vite, et qui a donné, quelques années après, ce livre aussi. Pour décrire peut-être brièvement comment est construit l'avenir des simples, le texte s'articule autour de constats argumentés, mais sans langue rigide, on va dire. Les argumentations sont là pour démontrer les tenants et les aboutissants de ces constats, de la situation qu'on vit actuellement, même si ce livre, vous l'avez écrit en 2018, on va dire qu'en 2020, il n'a absolument pas vieilli, et je pense qu'il ne vieillira pas. Et ensuite, vous proposez des solutions, ce qui est très intéressant. Mais au départ, dès qu'on ouvre le livre, il y a deux dédicaces intéressantes dont j'aimerais qu'on parle, qui est une dédicace à L214, qui est cette association de loi 1908, éthique et animaux, tournée vers les animaux utilisés dans la production alimentaire et révélant leurs conditions d'élevage, de transport, de pêche et d'abattage. Et aussi à Eugène Varlin, qui est un militant socialiste et libertaire, qui a été membre de la Commune de Paris et de la Première Internationale. Alors, avant d'aborder les détails que vous explorez, que vous nous démontrez dans ce texte, sont ces deux pôles, le véganisme et le militantisme socialiste et libertaire, qui soutiennent votre démonstration pour amener quelques solutions, qu'on abordera aussi, et ces solutions individuelles. Est-ce que vous l'avez pensé ainsi, ou est-ce que les dédicaces sont arrivées a posteriori? Enfin, il est évident que l'arrivée de L214, ça a eu un effet de dingue, c'est-à-dire que tout le monde savait que les vaches rentraient à l'abattoir et en sortaient en steak. Mais personne ne s'affolait de savoir comment ça se passait à l'intérieur. Et soudain, quand ces images ont été
révélé au public avec une violence extrême, c'est-à-dire avec cette idée que les animaux ne sont pas des machines, contrairement à ce que disait Descartes, et que donc on pouvait tout leur faire faire, puisqu'une machine, c'est facile, vous démontez une horloge, vous démontez un bœuf, c'est pareil. Ben non, on sait que les vaches, quand on les sépare de leur veau, c'est un déchirement, on sait qu'elles ont la préscience de ce qui les attend au moment de rentrer dans le couloir de la mort, etc., que certaines font tout même pour s'échapper, et que donc cette violence qui s'exerce sur les animaux, et ce n'est pas une violence qui serait sans conséquence, non, ce sont des êtres vivants qu'on emmène délibérément à l'abattoir pour le simple plaisir. Et on est quand même à la fin au début d'un nouveau siècle, mais dans le siècle précédent, on a connu ça avec les hommes et les femmes, les enfants, avec les exterminations à la chaîne. Ça commence avec les héréros en 1905 en Afrique, en Namibie, par les Allemands. Ça continue avec les Turcs contre les Arméniens, c'est-à-dire contre les chrétiens, parce qu'on les tue en tant que chrétiens. Toujours. Toujours. Actuellement. Et donc, à l'aide des Allemands aussi. Et puis évidemment, après, avec les Juifs et la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est-à-dire l'effroi qu'on ait pu faire ça avec ces gens dans des sociétés qui étaient censées être le plus haut, exprimer le plus haut de l'humanisme. Et le plus haut de l'humanisme avait produit le plus haut de la barbarie. Et quand tout le monde se gargarisait en disant plus jamais ça, etc., droit de l'homme et tout, dans les laboratoires, on procédait dans les abattoirs et dans les laboratoires, on procédait à la même violence, avec le même mépris de la vie, dans des souffrances inouïes infligées aux animaux dans les laboratoires. Enfin, c'est à peine soutenable. Et qu'il y ait des gens pour faire ces gestes-là, c'est déjà très, très, très surprenant. Et la science là-dedans, ne m'en parlez pas. On y reviendra sur la question de la science et sa collusion avec le pouvoir. De la barbarie. Mais il y a eu cet effroi de la Shoah là, qui a duré 50, 60 ans, et qui avait capté toute cette barbarie-là, toute cette horreur-là. Et puis, on voyait bien que du côté des animaux, avec quasiment les mêmes images d'entassement, de chalis, de maltraitance et tout, on voyait bien qu'il y avait une vraie parenté. Et la parenté se faisait aussi sur le fait que partout, quand on a exterminé des hommes et des femmes, c'était toujours en les traitant de sous-hommes ou d'animaux. Hein. Les Juifs, c'était de la vermine, c'était des moutons, etc. Donc quand on animalise, alors on peut tout se permettre. Et il se trouve qu'avec ces animaux-là martyrisés des laboratoires ou des abattoirs, on accomplit les mêmes gestes, avec parfois la même caution scientifique. Hein. Mengele, il se prenait pour un grand scientifique avec ses expériences sur les jumeaux et compagnie, et pour arriver à ce même résultat terrifiant, c'est Singer qui dit c'est tous les jours Treblinka pour les animaux. Voilà. Et donc notre responsabilité sur Terre, qui se limitait à l'homme à ce moment-là, plus jamais ça, on ne va plus jamais exterminer d'hommes, c'était évidemment un vœu pieux, mais soudain on a été obligé de prendre en compte l'ensemble des animaux, des êtres vivants, et puis l'ensemble de notre biotope, c'est-à-dire l'ensemble de la Terre. C'est-à-dire qu'on était l'humanisme, tel qu'il est apparu au XVIe siècle comme ça, a été une manœuvre d'extermination massive des hommes, des animaux et des plantes. Voilà. Au commencement de votre traité, vous dépeignez la situation du monde telle une tragédie, c'est le terme que vous utilisez, mais la tragédie du théâtre classique. Alors, pouvez-vous développer cette relation que vous établissez entre notre société contemporaine,
et cette description d'une tragédie grecque. C'est-à-dire Peut-être que classique. c'est Shakespeare qui parle du grand théâtre du monde. Hein, donc la scène de théâtre et le monde en miniature. C'est ça l'idée. Hein, et c'était ça l'idée aussi chez les Grecs. Et même dans le Cid, il y a même une bataille. On ne la voit pas sur scène, mais le type arrive dans le stage, j'ai foutu la pâtée aux morts, tout va bien et tout. Bon. Donc là, il y a cette idée de holographique, à savoir que une partie du tout est le tout. C'est ça l'hologramme. Et donc ce que chacun reproduit pour soi met en cause le tout. Il n'y a pas on n'est jamais hors système, on n'est jamais hors vie, on est responsable de ce grand tout qu'est le monde. Et donc, à partir de là, quand on monte sur scène, même si on est seul sur scène, on fait partie de ce grand théâtre du monde et avec une responsabilité. Si vous décidez de manger de la viande, eh bien, ça veut dire que derrière, il y a les abattoirs, il y a les éleveurs, il y a toute l'industrie agro-industrielle, agroalimentaire, qui est une source de profit démente et une source de catastrophe encore plus démente. Et donc là, tout seul, devant votre assiette, avec votre steak, vous participez de ce massacre collectif. Voilà. C'est ce que vous nous dites. Voilà, c'est ce qui est vrai. Hein, pas... et quand on sait que l'alimentation animale et l'élevage du bétail est responsable de 40% du réchauffement climatique, autant que les énergies fossiles, là on a un vrai pouvoir. Après tout, il suffit d'arrêter de manger de la viande et de boire du lait pour arrêter ça. Ça c'est très très simple. Et surtout que ça va être, comme on a sélectionné les espèces pour leur rentabilité, ça les fragilise d'autant plus, et que des virus, on va en avoir à la chaîne comme ça. On est habitué, on entend le virus aviaire, la peste porcine, les prions pour la vache folle, mais enfin, ce sont des catastrophes humanitaires qui ont été produites par une logique de production délibérée. Quand on affaiblit les abeilles aussi, elles sont sélectionnées. C'est pas les petites comme ça, là, oh là là, il y a une petite fleur. C'est pas ça les abeilles. Ce sont aussi des vaches Holstein, les abeilles. On a sélectionné des variétés. Et que donc la catastrophe qui touche les abeilles, c'est pas simplement, bien sûr, c'est glyphosate, etc., mais c'est aussi qu'on les a affaiblis en sélectionnant une variété, alors qu'on sait bien que la seule chose qui permet de survivre, c'est la diversité. L'unité, c'est la mort. Alors vous exprimez donc largement dans l'Avenir des Simples, on en entend d'autres s'exprimer autour de nous, dans les médias, etc. Mais vous pointez quelque chose d'assez intéressant, la sagesse, le comportement dit raisonnable, l'usage de cette raison, seraient des qualités défendues par les dominants, bien évidemment, pour convaincre de l'inutilité de trouver une alternative. C'est bien There is no alternative de Margaret Thatcher, pour nous dire que voilà, le marché, le capitalisme, la mondialisation sont des phénomènes nécessaires et bénéfiques, et que tout régime qui prend une autre voie court à l'échec. Si je vous cite, le sage est un indicateur de police. Le sage et ses avatars contemporains, l'expert, le philosophe, est devenu une figure de l'autorité, impartiale, prophétique, quasi divine, de sorte que la sagesse s'impose comme la parole révélée, un commandement de la loi. Quelle loi ? La loi du dominant. Ou alors est déclaré déraisonnable ce qui n'est pas rentable. La raison a tellement basculé du côté du pouvoir qu'elle en est devenue la caution imparable. Pourquoi cette attaque si virulente de la figure du sage ? Pour démarrer cette démonstration, est-ce que vous pouvez préciser ? Moi, j'ai juste pensé, par exemple, à Mathieu Ricard, qui sort beaucoup de bouquins sur la sagesse, etc. Et là, il y a une attaque, moi, qui me paraît totalement logique. Enfin, voilà, si je lis la poésie de cette attaque, voilà, elle m'imprègne. Voilà. Alors, pourquoi d'abord la figure du sage est attaquée ? C'est que ça part de cette histoire dite chinoise. Quand le sage montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. Et je dis que l'idiot a raison. Qu'est-ce qu'il a à montrer la lune ? Je n'ai pas besoin de lui, pas besoin du sage pour regarder la lune, franchement.
Et donc, cette façon d'intimer, là, cet ordre, regarde la lune, etc., et ne regarde pas mon doigt, c'est-à-dire regarde pas celui qui détourne ton attention. Autrement dit, pendant que tu regardes la lune, moi je peux faire n'importe quoi. Du coup, le sage, et cette mise en avant comme ça de la sagesse à travers la philosophie, etc., on voit bien qu'elle est, à travers évidemment aussi le culte de la raison, on voit bien que le pouvoir a mis la main dessus et s'abrite derrière le culte de la raison pour avancer évidemment tous ces arguments, et tous ceux qui ne sont pas de cet ordre sont déraisonnables, c'est-à-dire réactionnaires, contre le progrès, contre l'humanité, etc. Parce que c'est ça. Il y avait une chose qui était devenue un gimmick, là, notamment chez Chirac et des gens comme ça, c'est il faut raison garder. Et il faut raison garder. Ça veut dire quoi? Laquelle surtout? Oui, c'est la raison du plus fort, évidemment. On est avec La Fontaine. Et que chaque fois que vous proposez autre chose qui sort du cercle de la raison, alors vous devenez soit un idiot, comme celui qui regarde le doigt, ou soit un danger public. Donc la raison, c'est, pour revenir à Descartes, c'est elle qui raisonnablement dit que l'animal est une machine. Il y a des pages de Descartes qui décrivent pourquoi l'animal est une machine. C'est vrai que vous déglinguez Descartes aussi. Oui, enfin, c'est lui qui a cette formule, se rendre comme maître et possesseur de l'univers. C'est la montée en puissance de l'homme là, qui avait comme garde-fou la religion, parce que quand même, c'est le final de Don Juan, là, de Don Juan qui fait son malin pendant toute la pièce, puis à la fin, hop, allez, en enfer. Donc les types, quand même, ils se tenaient à carreau. C'est comme ça que les grands seigneurs féodaux, ils se dépouillaient de toute leur fortune pour aller mourir dans les couvents et être ensevelis juste avec une cape. Parce qu'il y avait cette peur du châtiment, de ce riche qui avait moins de chances de rentrer dans le royaume des cieux que le chameau à passer par le chat d'aiguille. Et donc, il y avait cette peur de la mort, cette peur du châtiment, qui faisait que, quand même, on se tenait un peu à carreau. Une fois que l'homme a affirmé qu'il était tout puissant et que donc il n'y avait rien au-dessus de lui, alors il s'est tout permis. Et tout se permettre, ça veut dire établir une hiérarchie où il y a des puissants, où il y a des moins puissants, où il y a ceux qui sont beaucoup moins puissants. Et là, on a vu apparaître les sous-hommes, on a vu puis en bas, il y a les animaux. Et il y a cette frise-là que... C'est pour ça que les deux livres se répondent, la splendeur escamotée du frère Cheval et l'avenir des simples. Les frises de l'évolution, vous avez un chimpanzé, puis l'autre qui se redresse peu à peu, puis à la fin, vous avez Donald Trump. Et c'est-à-dire qu'en gros, un homme, c'est quelqu'un qui est blanc et qui se tient droit, et qui n'a pas de poils. C'est ça. Donc, si vous n'êtes pas blanc, si vous n'êtes pas droit, si vous avez des poils, c'est que vous n'êtes pas un homme, c'est que vous êtes un sous-homme. C'est comme ça que dans les années 20-30, il y avait des zoos humains où on faisait venir les Kanaks, et surtout qu'ils n'aillent pas se raser avant, pour qu'ils ressemblent bien à l'idée du sauvage. Et c'est comme ça aussi que quand on a découvert les premières grottes ornées à Altamira, les gens n'ont pas cru que ça a pu être fait par des types d'il y a 25 000 ans, puisque c'était des sauvages. Les sauvages ne peuvent pas faire ça, des splendeurs comme ça. Donc, on s'acharne avec une idée de l'homme, avec cette idée du progrès, qui est fausse, puisque l'homme, il y a 40 000 ans, faisait la grotte Chauvet, qui était de splendeur, et aujourd'hui, on est capable de faire des merdes qu'on expose, et on ne voit pas vraiment le progrès. Et pour ce qui est d'un progrès humain, vous pouvez partir de la grotte Chauvet et aller à Auschwitz, et vous voyez bien que la pente, elle n'est pas dans le sens qu'on nous met en avant. Donc c'est tout ce système de pensée qui a été construit. En gros, c'est à partir du triomphe
l'apparition de la science, avec Aristote et les Grecs, où on a associé la science et la philosophie comme unique mode de production de l'esprit. Voilà. Et tout doit rentrer dedans. Or, quand il y a des types formidables qui sont des naturalistes, qui expliquent à chaque fois que oh là là, c'est très très compliqué, que tout se tient, que si vous tuez les petites bestioles là, bah oui, mais vous allez tuer les autres, et du coup, ça va être pas des réactions en chaîne. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une agriculture folle qui est toujours entre désherbants et fertilisants, entre insecticides et on sème des lombriques. Enfin, c'est juste la loi du marché qui dicte ça. Donc, la raison qui est mise en avant avec cette longue tradition qui remonte à les Lumières, Descartes, l'humanisme, et puis derrière Aristote, tout ça, c'est une machine infernale qui nous a amenés droit dans le mur. Et lorsque on parlait de la forme au début, ce que j'ai mis au point, découvert, et c'est quelque chose que le rêve connaît très bien, c'est l'esprit d'association, c'est le démon de l'analogie d'André Breton. C'est-à-dire que vous écrivez, vous avez une image qui se ramène, et au lieu de la chasser en disant elle n'a rien à voir là avec ce que je viens de raconter, vous l'intégrez. Et avec elle, vous intégrez un autre sens qui va être éclairant. Et quand vous avancez comme ça, vous avez ainsi une forme de récit qui n'emprunte plus à la logique, à l'analyse. Le type même de l'analyse et de la logique romanesque, c'est l'intrigue. Puis à la fin, il y a Mme Bovary qui se prend son shoot d'arsenic, là. Et au lieu que par ce système-là, d'association, d'image, vous tissez quelque chose. Au lieu de creuser bêtement un sillon, là, comme ça, pour aller à la tombe, c'est un tapis avec plein de motifs, et qui donne évidemment d'autres éclairages, quoi. Et puis qui dénonce aussi. Parce qu'il faut raison garder, c'est vraiment, vous mettez la tête dans le sable, et c'est ça la raison gardée des politiques, c'est juste l'autruche. Ce sont bêtes. Pour aller au-delà de l'attaque contre la sagesse, vous avez aussi une autre attaque qui est assez forte et très intéressante, qui est là où vous accusez la science de collusion avec le capitalisme. Vous avez parlé tout à l'heure de Joseph Mengele, on peut en citer d'autres, je vais vous citer d'ailleurs. On ne saurait suspecter la science de collusion d'intérêts, et pourtant, tous ces essais médicaux de par le monde, vous citez entre autres Ambroise Paré, le docteur Ken Yuasa, qui était japonais, Joseph Mengele, le docteur Fischer et le premier génocide, on avait parlé en Namibie, des Herero en 1905, le biologiste Claude Bernard et l'américain Kenneth Bainbridge. Et vous concluez par cette phrase... Non, Kenneth Bainbridge, c'est celui... Lui, après, il a combattu ce pourquoi il avait servi. La bombe atomique. Voilà. Comme aussi Claude Bernard qui a fait aussi, il me semble, marche arrière. Je crois que c'est les deux qui ont fait marche arrière. Non, c'est pas Claude Bernard. En tout cas, oui. Claude Bernard, il se vantait d'avoir massacré des dizaines de milliers de grenouilles. Et sa femme et ses filles étaient furieuses, elles se sont barrées, elles sont devenues végétariennes. Voilà, elles l'ont quitté. Un acte politique. Voilà. Et donc vous concluez, sans ces raisons sont devenues les armes létales du pouvoir. Alors moi je veux savoir si toute cette démonstration, c'était pas aussi pour déboulonner les ingrédients d'une pensée crédible et car académique, vous parliez de la philosophie, et en même temps défendre une pensée qui serait plus de l'ordre du sensible, avec cette association d'images. C'est ça que vous défendez aussi. Bien sûr, c'est la vie, la force de la vie. C'est la diversité, c'est le foisonnement de la vie, et le rêve nous apprend ça, parce que la richesse du rêve, franchement c'est énervant les rêves, parce qu'on sort épuisé d'un rêve. Mais ils disent beaucoup de choses. Hein. Mais et quelle richesse d'association, de comment ça construit des récits, des images, et sur une logique qui n'est pas celle du récit, qui est celle d'être humain, et donc qui tend à nous révéler quelque chose. Le rêve est bienveillant.
il est chiant, mais il est bienveillant. Je veux te Mm. dire quelque Il nous chose. alerte. Il nous alerte. Mm. Voilà. Et donc, d'utiliser cette technique du rêve, c'est-à-dire par association, par image poétique, et il n'y a pas besoin. Et l'image poétique, elle est là depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que ça marche. Dans votre démonstration, enfin, en tout cas, moi, j'ai été sensibilisée, sans doute parce que justement la pensée académique, scientifique me lasse régulièrement. Et là, on a une bouffée d'air. Et en même temps, la démonstration marche, c'est ça que je veux dire. Oui. Vous passez par le scientifique, et ça marche. Bien C'est-à-dire sûr. qu'on peut aussi, alors je ne sais pas si tous les cerveaux scientifiques seront touchés, mais en tout cas, on peut se laisser aller à cette pensée sensible. Ça marche, voilà. Et oui, et puis et surtout l'histoire de la pensée scientifique qui a eu un moment, c'était assez proche de la pensée poétique, dès lors que ça passait pas par des expériences cruelles. Oui. Ces expériences cruelles, il y a là depuis longtemps. Hein. Et Ambroise Paré, qui pourrait pas, faut savoir comment le prince avait eu l'œil crevé par une lance, il fait monter des prisonniers, il leur balance une lance dans l'œil, ah ben non, merde, c'est raté, t'as un autre, et voilà. Donc c'est quand même ça, l'expérimentation scientifique repose sur une grande barbarie. Et, et c'est surtout que maintenant, tout l'argent qui va à la recherche doit rendre des comptes. Là, tout l'argent qui se déverse sur les laboratoires pour qu'ils trouvent les vaccins contre le Covid, c'est évident que si vous avez une autre maladie, ils n'en ont rien à foutre. Si vous êtes tout seul à l'avoir, le cas des maladies orphelines, le Téléthon, c'est quand même, ça a été installé, mis au point par des gens qui se sont alertés, souvent des parents d'enfants atteints donc de ces maladies orphelines qui touchaient pas grand monde et donc qui n'intéressaient personne parce que ce n'était pas rentable. Hein, vous ne faites pas de la recherche pour 15 malheureux enfants ou 30 ou 50, alors que là, 7 milliards de gens à vacciner, c'est extraordinaire. Quelle manne, hein? Donc ils sont tous là comme des fous en train de chercher et ils vont trouver un vaccin. Dans 2 ans, on va apprendre qu'en fait non, c'est une sorte de médiateur parce que c'est à peu près ce qui va se passer. Mais là, il y a quelques scientifiques quand même qui émettent mais à quelques réserves. À ce moment-là, on les traite de dingue. Il y a une chose, Montagnier, le type qui découvre le virus du sida, qui est prix Nobel, il a des doutes sur l'origine du Covid et que sans doute c'est passé par ce laboratoire chinois, etc. Et tout. Tollé contre le professeur Montagnier qui soudain devient gâteux. Je veux dire, le type qui quand même. Donc soit on s'est trompé complètement à une époque, voilà, c'est pas lui qui l'a découvert. Oui, c'est ça. Donc, comment ce type-là pourrait soudain être un abruti après avoir sauvé une partie de la planète. La pensée rationnelle. Voilà. Et là, c'est la pensée de profit. C'est que là, il y a quelque chose, il ne faut surtout pas qu'il touche à ça parce qu'il y a il y a de l'argent à se faire, et là où il y a tous les Sanofi avec Macron derrière, parce que c'était le bailleur de fonds. C'est comment on a mis en avant là Sanofi depuis le début. C'est évident que c'est tout simplement des raisons capitalistiques, c'est tout. Vous recentrez petit à petit aussi sur l'homme en parlant du nombre d'êtres vivants que nous sommes sur Terre, 80 milliards, on est 80 milliards d'êtres vivants, si bien que la Terre ne peut pas supporter les besoins et les déchets de tous, trop d'animaux, en particulier trop d'animaux à viande. Et à partir de là, vous démarrez la démonstration de l'utilité du véganisme. Premier point, manger de la viande implique de massacrer des êtres, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un meurtre. Et deuxième point, l'homme serait un fructivore contrarié. Et avec une approche aussi fort intéressante, je trouve, psychanalytique de la vache folle. Et voilà, les mots disent tout quand vous analysez la question de la vache folle. Est-ce qu'un recentrage sur le réel de l'homme, comme le fait que ce soit un fructivore contrarié, était-il évident dans la démonstration? Est-ce que cette phrase de dire que l'homme est un fructivore contrarié amenait presque une impossibilité pour tout à chacun de vous dire là on est obligé de vous suivre? Non, là il y a une résistance forte évidemment. Les gens sont
persuadé que les hommes sont des omnivores et que s'ils ne mangent pas de viande, ça ne va pas Pas de aller. protéines. Or, tous les peuples pauvres ne mangeaient jamais de viande. Le couscous, au début, il n'y a pas de viande. La galette ici, il suffit de lire Père Jacques et Célias, avant que la saucisse arrive, il a fallu du temps. Hein. Déjà, le morceau de beurre, c'était que le dimanche dans la galette. Donc, les Mayas, les Aztèques ne mangeaient pas de viande. Donc, c'est pas quelque chose Obligatoire. Et simplement, on a associé la viande au statut social. C'est-à-dire, celui qui mange de la viande, c'est celui qui a les moyens. Et quand la formule d'Henri IV, poule au pot tous les dimanches, et vous allez devenir riche comme tout le monde, quoi, en gros. Et la viande, c'est ça. C'est vrai que c'est un symbole de richesse. Oui, de trucs. Quand à Noël, vous avez mais la dinde, une espèce de gros truc là, comme ça, ou le rôti. C'est vraiment, vous posez ça au milieu de la table. C'est le veau d'or que vous posez au milieu de la table. Vous adorez ce que vous êtes capable d'offrir. Vous voyez ? Et donc, celui qui offre est évidemment un homme puissant. Et l'histoire des 80 milliards, c'est que vous demandez à tout le monde, et tout le monde va vous répondre qu'on est 7 milliards. Oui, ce que vous dites alors, 80. Il y a plus de 70 milliards de têtes de bétail qui ne sont là que pour l'alimentation. Et avec une pollution énorme, parce qu'il y a 80% des terres cultivées qui sont pour nourrir ce bétail. Donc quand il y a des sages qui expliquent que si tout le monde était vegan, on n'aurait pas de quoi nourrir, c'est une plaisanterie, puisqu'on récupérerait 80% des terres cultivées, et qu'évidemment, ce serait simple comme tout, sachant que la pollution induite par ce bétail est énorme. Ça donne le lisier en Bretagne et les algues vertes. Il y a la Bretagne qui était un pays touristique, qui est maintenant le pays, la région la plus polluée. Et là, dernièrement, pour éviter que les eaux rigolent jusqu'à la mer et envoient tout cet azote là comme ça qui produit ces algues vertes, la mesure qui a été prônée par la région, la FNSEA et tous ces abrutis, ça a été d'enfouir plus profondément le lisier. Donc le lisier, qui est une source de pollution énorme, on va l'enfouir davantage encore. Vous voyez, rentrez-vous ça bien dans la tête. Et comme ça va durer très très longtemps et ça passera directement dans la nappe phréatique, ce sera beaucoup mieux. Ouais. Donc la solution, c'est simple. Arrêtons de manger de la viande, de boire du lait. C'est très mauvais le lait. Et puis il y a un texte de Isabella Bird, qui est une aventurière anglaise de la fin du 19e, qui va au Japon, et puis elle va dans l'île du Nord, là, Kaito, où il n'y a pas eu de blanc, puisque le Japon vient juste s'ouvrir, donc c'est une région inconnue pour l'Occident. Et puis elle est là, c'est l'anglaise, elle est dans des conditions épouvantables, mais elle garde quand même son statut d'anglaise, et elle boit son thé, elle rêve d'avoir un nuage de lait dans son thé. Puis soudain, dans le voyage, elle voit une vache, elle se dit, mon Dieu, vite, enfin, je vais pouvoir mettre du lait dans mon thé. Et il y a tous les Japonais qui se bidonnent, et mais enfin, le lait de vache, c'est pour les veaux, ouais, c'est pas pour les... Voilà, c'est tout. Et après, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont incompatibles, qui ne peuvent pas... j'ai un ami, si tu veux donner du morceau de fromage, il a l'œdème, il meurt dans la seconde. Donc, on voit bien que ce n'est pas fait pour ça. Alors, évidemment, l'homme réagit. On cherche tous à avoir des réactions face à la situation. Donc, vous abordez les différents choix politiques du collectif pour les saborder dans votre démonstration. Déjà, il y a un premier postulat que vous émettez qui dit que les élections libres sont un simulacre démocratique. Et à partir de là, vous démontez les options principales que le collectif, la société a choisies. Par exemple, les rassemblements populaires, vous n'y croyez pas, vous les analysez tels, je vous cite, « Descendre dans la rue, mais d'une manière tellement confuse, brutale, désordonnée, grossière, sans autre ligne que les mots de son exaspération, qu'elle se discrédite.
Ici, on lit sur les panneaux vengeurs que la dégringolade sociale s'accompagne d'une dégringolade culturelle. Ou leur installation sur les ronds-points. Évidemment, on pense aux gilets jaunes. Tout un hiver pour tenter maladroitement de manifester une existence habituée à la résignation et au silence. Ou aussi la dangerosité des mouvements de foule. Il y a une telle disproportion de force et un tel déploiement de moyens, une telle complicité à tous les niveaux, industriels, politiques, économiques, médiatiques, que la partie semble perdue. Comme si, inéluctablement, nous étions destinés à finir en crêpe dentelle sous les chenilles des chars. Moi, j'avais juste quand même une petite interpellation sur l'analyse d'installation sur les ronds-points. Vous parlez de maladresse. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus peut-être déployer cette pensée? Parce que l'avenir des simples, les simples, ce sont les herbes. Et moi, longtemps, au démarrage de la lecture, je n'arrêtais pas d'appeler ce livre l'éloge des simples. Parce que je me disais aussi qu'il y avait eu une forme de réaction par les Gilets jaunes, par exemple. Mais ils ont été magnifiques, les Gilets jaunes. C'est pas ça que je condamne. C'est qu'on voit bien qu'on les a laissés là tous les hivers, et puis au bout d'un moment, vous vous épuisez. Ils ont obtenu qu'on supprime la taxe sur le gazole ou je sais pas quoi. Oui. C'est la taxe sur le carburant. Voilà. Mais on va les calmer avec ça. Mais le monde reprend sa marche normale. Les gens rentrent chez eux et puis très vite ils s'aperçoivent qu'ils ont été encore une fois floués. Hein, et que ça ne fait pas. C'est de l'ordre de la jacquerie. Les jacqueries, il y en a toujours eu, elles ont toujours été écrasées. Les bonnets rouges. Les bonnets rouges. Et il se trouve que après la Révolution, on a mis au point un système qui était basé sur le fait que on prenait le pouvoir légalement par les urnes, et une fois en place, avec ce pouvoir-là, on pouvait changer le monde. C'était ça. C'est comme ça qu'on a espéré dans le socialisme, dans le communisme, etc. Et sauf qu'on a vu que toutes ces violences-là n'ont fait que créer une nouvelle classe sociale, une nouvelle nomenclatura qui se fichait systématiquement des gens qui les avaient portés là. Et donc, là, c'est devenu un système de leurre qui donne l'illusion démocratique, mais qui en fait ne change strictement rien à l'ordre du monde et à l'ordre des choses. Là, on est dans un... il y a eu tout jusqu'à la chute du mur, il y avait ce que j'appelle l'équilibre de la charité, c'est-à-dire non pas l'équilibre de la terreur, mais il y avait d'un côté, il y avait le monde communiste qui était censé se préoccuper davantage des classes populaires, et de l'autre côté, on écoutait les syndicats, on écoutait les travailleurs, et puis on leur accordait ce qu'on leur a accordé. On leur a accordé beaucoup, depuis les droits de grève jusqu'au SMIC pendant tout le XXe siècle. On a diminué le temps de travail, mais parce qu'on était adossé aux monstres soviétiques, et on avait vraiment peur que ça contamine. Voir ce qui s'est passé au Chili, voir ce qui s'est passé en Bolivie, en Argentine, etc. Et en Espagne en 1936, parce que c'était ça aussi. Et donc, il fallait se montrer un peu généreux pour s'éviter qu'on fasse appel à ce qui était censé être la grande générosité, à savoir le soviétisme. Et quand le mur est tombé, quand l'Union soviétique s'était effondrée, il n'y avait plus d'obligation à se montrer généreux, puisqu'il n'y avait aucun autre système qui proposait une répartition juste. Donc, allons-y gaiement, et nous ne nous emmerdons plus avec les gueux. Et donc, les gueux qui n'ont plus comme ressource à ce moment-là, quand je dis le gueux, c'est très affectueux pour moi, parce que ça renvoie à tout imaginaire justement du Moyen-Âge, tous ces gens qui se sont battus, qui ont été tout le temps écrasés, méprisés. Et quand ils se soulèvent, alors ça secoue, et puis on attend.
et on peut pas, des gens qui sont dans des conditions précaires ne peuvent pas tenir. Pour tenir des mouvements comme ça, il faudrait avoir des greniers à blé plein à ras-bord, hein, et des comptes en banque plein à ras-bord, ce qui n'était vraiment pas le cas, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bien obligé de reprendre le chemin comme ça. Et donc, on a tout fait peser sur les élections avec cette idée que, d'accord, vous vous êtes énervé, mais vous avez la possibilité, là, de mettre dans l'urne et vous obtiendrez ce que vous voudrez. On n'obtient rien du tout, puisqu'on va se retrouver, tout est fait là pour qu'on ait à nouveau un deuxième tour Macron-Le Pen. On voit bien les voix du Front National, comme les chasseurs sont Front National, on leur accorde des droits complètement dingues. Là, je suis dans le Vaucluse, ils vont vous tirer dessus de tous les côtés, c'est complètement. Il n'y a pas que dans le Vaucluse, dans le Lot aussi. Dernièrement, enfin, c'est un truc de dingue. Et rien, impunité complète. Je veux dire, ça suffirait pour suspendre. C'est-à-dire quand il y a des gens qui tuent d'autres gens comme ça uniquement pour leur plaisir, enfin, on arrête. Hein, si on était un peu sensé, et un peu généreux, un peu humain, tout simplement. Et donc, comme ces gens-là votent Front National, on leur donne tout ce qu'ils demandent. En échange, bien sûr, vous voterez pour moi. Il suffit d'avoir 23% au premier tour. Après, vous êtes au deuxième tour contre Marine Le Pen, c'est bon. Vous voyez, c'est ce genre de calcul. Toutes les mesures que l'on entend, vous pouvez les décrypter dans un ordre électoraliste. Mais c'en est même grossier tellement. Là, ce revirement sur le réchauffement climatique avec la Convention sur le climat, c'est parce qu'ils sont aperçus que les jeunes, eux, ils sont très remontés là-dessus, et que l'électorat de Macron est un électorat de vieillards. Et donc, hop, vite, mon Dieu, des fois que les vieux, avec le Covid, disparaîtraient, ne seraient plus là en 22 pour voter, il faut peut-être mettre un peu de jeunes de côté. Mais c'est uniquement pour ça, il n'y a pas d'autre raison, alors on est arrivé en disant il n'y aura plus de glyphosate en 2020, et que non seulement il y a toujours du glyphosate, mais en plus on a rajouté les néonicotinoïdes sur les champs de betteraves qui sont un poison terrifiant. Quand vous lisez le livre de Rachel Carson, qui est un livre qui a été écrit en 1960, où elle décrit toutes les conséquences de ces produits-là. Et là, en 60, on était encore des enfants de cœur à côté de ce qu'on produit aujourd'hui du côté de Monsanto. Donc c'est ce cynisme-là qui est juste un cynisme électoraliste. Donc vous ne pouvez pas avoir foi en la politique telle qu'on nous la présente, telle qu'on nous l'offre comme moyen de changer nos vies. C'est avec ces moyens-là, c'est la seule façon de faire perdurer un système qui ne profite qu'à quelques-uns. Voilà. Donc vous ne croyez plus en nos institutions politiques, vous ne croyez même pas non plus les partis écologistes. Pour vous, même la pensée écologique ne peut soutenir une économie de marché. Elle ne peut même pas exister. Les écolos, il faut quand même se rappeler que De Rugy était écolo, Pompili était écolo. Enfin, je veux dire, tous ces... il y avait des sénateurs écolos placés, étaient écolos. Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui se sont glissés dans l'appareil politique avec l'idée de recevoir des prébendes. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Rien. C'est-à-dire les vraies mesures, c'est-à-dire contre les engrais chimiques, contre les pesticides, les herbicides, etc., contre des mesures contre le réchauffement, etc. C'est rien. Alors, on va vous expliquer que oui, on trie les déchets, sauf que les déchets, au bout d'un moment, ils se retrouvent dans le même tas. C'est une fiction aussi, le tri des déchets. Et c'est du pur cynisme, tout ça. Bien sûr qu'on trie les déchets. Mais c'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est un rapport au monde, c'est considérer que nous sommes dans un tout, et que nous participons de ce tout, et que si nous détruisons
le tout, nous nous détruisons avec. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Et que donc la solution, c'est puisqu'on ne peut rien attendre de ce système politique-là, c'est de construire à côté. Voilà. Alors, on parlait de Jeanne Varlin au début, ce sont des gens qui ont pris leur vie en main et qui se sont organisés. Les anarchistes espagnols, il y avait un anarchiste espagnol qui disait mais ça marchait très bien. On a toujours quelqu'un pour expliquer que ça ne peut pas marcher. Il y avait c'était dans les années 70, il y avait des Français qui étaient champions du monde. Il y a un type qui s'appelait Auger, et champion du monde de slalom. Et il y a un nouvel entraîneur qui dit non, non, tu skis mal, c'est pas comme ça. Le type qui est champion du monde, on lui explique qu'il skie mal. Les autres se sont barrés, le ski français s'est effondré. Vous voyez, c'est toujours ça. Toujours des gens qui savent, et à côté de ceux qui ont une pratique. C'est toujours ceux qui ont une pratique qui sont dans le concret. Qui sont dans le concret. C'est extraordinaire, vous le voyez avec les artisans, avec les femmes, tout ça. Je suis fasciné par ça. Comment les gens qui savent vraiment, eh bien, ce sont eux qu'il faut écouter, quoi. Alors, on va peut-être aller sur les propositions, puisque vous y êtes allé en nous parlant d'Eugène Varlin. Donc vous allez évidemment donc, au-delà des constats, on va le voir ensemble, et vous faites quelques propositions toujours argumentées. Donc c'est ça où, moi il me semble que même ce texte est quelque chose de novateur, parce qu'au-delà d'un constat, vous faites des propositions, qu'on accepte ou pas, mais au moins il y en a. Et pour faire ces propositions, vous partez aussi d'une petite présentation des thèses d'Ernst, je ne sais pas si on dit Schumacher, économiste britannique. Il a déployé dans son recueil Small is Beautiful, qui est paru en 1973. Donc si on détaille un peu, on est sur... on prône l'importance de l'échelle humaine, l'idée de capital naturel, de traiter la nature comme un capital et non comme un revenu, l'introduction du souci des travailleurs et de l'intégrité environnementale dans les décisions commerciales, l'économie de la permanence, basée sur l'utilisation soutenable des ressources naturelles, le décentralisme et la foi dans l'autosuffisance communautaire. Alors, les propositions que vous faites sont des propositions plutôt individuelles, puisque vous ne croyez pas en la politique collective telle qu'elle est menée, telle qu'elle est organisée. Renoncer à manger de la viande, mais cuisiner. En fait, quand la réaction est souvent hostile quand vous dites que vous êtes vegan ou végétalien, c'est comme si on s'attaquait au poulet rôti du dimanche et que du coup on en terminait avec la cuisine. La cuisine traditionnelle, elle n'est pas très riche en fait. C'est toujours faire des rôtis, faire rôtir le poulet et acheter une boîte de petits pois pour accompagner. Donc c'est pas, mais alors que c'est une chance, le véganisme est une chance formidable de réinventer une cuisine. Et ce que je mange, ma mère était une très très bonne cuisinière. Et faut que les hommes s'y mettent aussi alors. C'est pas que tu fais la cuisine, donc non, non, mais mon père était mort, donc le pauvre, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais c'était qu'avec très peu c'était toujours les mêmes choses en fait. Oui. C'était donc pas loin d'ici, c'était les pommes de terre et des rôtis, en gros, c'était oui. Ça. Il y avait tomates farcies ou hachis parmentier, mais c'était pas varié, hein, comme... Et là, on a vu quand même arriver ça, c'était la bonne nouvelle. Tous ces légumes qui avaient été évacués par le marché, on se retrouve avec 3 ou 4 variétés de pommes de terre, mais au Pérou, il y en a 1000. Et ça vaut pour tous les produits, pour les tomates, etc. Donc, évidemment, au nom de la logique du marché industriel, on a, et de l'agro-industrie, on a sélectionné des variétés qu'on produit à la chaîne et qui fait qu'on a des tomates qui n'ont plus de goût, etc. Donc le mouvement bio a amené à ça, c'est-à-dire à découvrir d'autres variétés de plantes. Les tomates anciennes, même si maintenant ça devient un peu louche, mais c'est quelque chose, il n'y a pas 20 ans. Hein. On a vu arriver ça, les
on n'aurait pas, il y a 30 ans, on n'aurait pas misé gros sur les courges. Maintenant, vous en avez partout et on vous explique, et on fait avec les petits marrons, Et on butternut, apprend à les c'est cuisiner, d'ailleurs. cuisiner, et c'est pas très compliqué, c'est même pas les éplucher en plus. Donc c'est très bien. Donc ça a ramené une diversité, alors que la logique industrielle, c'est l'unicité, parce que comme ça vous produisez à la chaîne, c'est la foire de thé, Mm. quoi. Voilà. Donc la- c'est ce qui fait ce pays, c'est pas sa cuisine, c'est le fait qu'on passe autant de temps à cuisiner et qu'on ait autant de plaisir à être autour de la table. Donc, si Et c'est toujours le cas. La France, ça reste encore un et pays qui aime absolument. passer à table. Donc simplement, on fait autre chose. Là, hier soir, j'étais chez ma fille qui avait fait une purée végane avec du lait soja et de l'huile. Oui, c'était absolument délicieux. Il n'y a pas besoin de mettre de beurre dedans, hein. Et puis et tout comme ça, il y avait des légumes, c'était voilà, délicieux. Ça se cuisine, il y a tous les, il suffit d'avoir plein de petits pots avec plein d'épices et les restaurants indiens font ça, les restaurants libanais font ça, la cuisine du monde c'est ça. Donc donc c'est une richesse, c'est de découvrir de nouvelles choses. Et puis et donc ce n'est pas rompre avec une tradition, au contraire, c'est profiter de cette tradition culinaire française pour, euh, pour continuer autrement. Si la télé était plus réactive ou plus intéressée, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, Plus libre, peut-être. peut-être, qu'il fasse un Top Chef vegan. Mm. Oui. Et à ce moment-là, tout le monde apprendra à cuisiner, tout le monde se régalera parce que ces types-là, ils savent cuisiner, donc ce sera forcément délicieux. Et peu à peu, comme ça, on pourrait changer les modes alimentaires. Oui. Et c'est ça. Et d'ailleurs, Tranquillement, avec patience. voilà, et c'est quand même cette émission, j'en parle sans connaître que par vous dire, parce que je n'ai pas la télé, mais c'est fascinant que ce pays-là invente une émission comme ça, qui est regardée par des millions de personnes. Donc on est véritablement dans un fait de société. Ben, profitons de ce fait de société pour modifier nos habitudes alimentaires et avec le même goût de l'excellence et de l'émiettement du goût comme ça. Et avant Ça, de c'est passer- une chose. Mais Oui. je suis pas, c'est pas une solution individualiste. Non, Il y a- individuel. Pas individualiste, individuelle. c'est pas le terme que j'ai C'est utilisé. cette idée qu'il y a euh, c'est par petits groupes. Vous pouvez pas. La démocratie athénienne, c'était quelques milliers de personnes, c'est tout. Oui. C'était pas grand monde. Là, vous faites une démocratie avec 60 millions, 70 millions, ça devient beaucoup plus compliqué. Forcément que l'idée d'un référendum où tout le monde donnerait son avis, quand vous êtes 10 autour d'une table, ça va. Après, Oui. c'est un brouhaha, mais ce n'est pas de décision avec ça. Et donc, localement, on peut très bien faire les choses au niveau Je trouve que le vrai pouvoir de transformation, c'est au niveau de la commune. Oui. Vous avez Parlez des deux d'ailleurs, aussi possibilités. bien la dimension administrative que la commune insurrectionnelle de Paris. C'est quelque chose que vous valorisez. Et donc, les maires ont un pouvoir formidable. Ils peuvent dire euh, produits bio pour la cantine. Il y a des municipalités, Montsartou, Albi, qui produisent, qui sont quasiment autonomes pour tout ce qui est des fruits et légumes. Donc c'est quelque chose de parfaitement réalisable avec des accords. Je crois que c'est Albi. Ils installent des unités de permaculture. Mais ils n'ont pas le droit de vendre leurs produits au-delà d'un rayon de 20 km, de façon à ce que tout aille vers la ville et pas que ce soit les centrales Sur les d'achat. circuits longs, voilà. Sur les circuits courts. Et c'est des accords, c'est simple comme bonjour. Et là, vous allez demander une permission à personne. Donc l'idée, c'est vraiment ça, vous construisez, ok, faites votre truc.
on va s'arranger nous entre eux. Comme ça. Et vous commencez à bâtir quelque chose, les AMAP, c'est ça, il y a énormément d'initiatives. Et elles sont toujours considérées comme un truc de farfelu. Mais non, c'est des... Si on met tout ça bout à bout, c'est une vraie puissance économique. Donc, c'est de développer ces systèmes-là, mais avec... il y a un danger, et ça, j'avais pointé ça il y a déjà un moment, c'est que, par exemple, la permaculture est reprise par l'extrême droite, qui fait des stages de permaculture, mais avec l'idée de l'autarcie. C'est-à-dire, voilà, je vais avoir pour moi les miens et les autres, ils peuvent crever. Je défends mes propres valeurs. Voilà. Alors que vous avez l'autre idée, c'est l'autonomie. Nous sommes relativement autonomes. C'est une autonomie ouverte, pas une autonomie fermée. On évite de faire peser sur d'autres régions notre approvisionnement, parce que les autres régions, eux aussi, ont besoin d'être approvisionnés. C'est comme ça qu'on fait pousser des fraises et des haricots verts au Sénégal, au détriment des cultures vivrières locales. C'est un des grands scandales aussi de l'agroalimentaire. Mais alors je ne sais pas si on peut dire pour réussir tout ça, mais pour aller vers ça, tendre vers ça, quelque part, vous nous proposez aussi de désobéir. Vous avez parlé de la commune, période insurrectionnelle de la commune, vous parlez de l'anarchisme avec Louise Michel, qui dit « Celui qui commande se déprave, celui qui obéit se rapetisse ». Alors, sans devenir peut-être tous des anarchistes, peut-être tout le monde ne le souhaite pas, est-ce qu'on devrait tous devenir des Bartleby, c'est-à-dire des employés capables de fuir en désobéissant? Est-ce que la désobéissance peut être aussi un moyen de... La désobéissance en soi, Bartleby, ça ne donne rien, à part ce type qui... En tout cas, c'est un refus, on va dire, de collaborer peut-être. Oui, c'est un refus de collaborer, mais qui n'est pas un refus de résistance, qui est juste, moi, ça ne m'intéresse pas, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Il faut que ce refus-là, que cette désobéissance-là, soit en vue d'un projet, tout de même, que ce soit pour un mieux-être ou pour que les autres ne dorment pas dans la rue à côté. Quand vous pensez qu'il y a cette espèce d'imbécile de Darmanin on n'a pas le droit de distribuer de la nourriture aux migrants à Calais. Vous êtes verbalisés. Enfin, on marche sur la tête, là. Enfin, c'est obscène. Ce garçon qui récupérait les migrants qui passaient là, du côté là, qui a été touché justement par la catastrophe, par les inondations, là. C'était la Roya, la vallée de la Roya. Je veux dire, il y a j'ai entendu un jour dire si j'avais pas fait ça, mais ma mère m'aurait tué. Je veux dire, c'est fait partie de ce fond humain qui fait que on a une sensibilité et que c'est quand même très difficile de laisser. Ou parlons d'empathie pour récupérer le terme. Voilà. Et puis surtout, c'est de voir le même dans l'autre. Ouais. C'est tout. Alors quand vous avez établi une hiérarchie, vous êtes au-dessus, où les autres sont rien, comme dit Macron à propos des gens de la gare du Nord. Là, il y a ceux qui sont rien. Ouais. C'est sûr, les rien, ils ne sont pas comme moi, puisqu'ils sont rien. Moi, je suis tout et ils sont rien. Donc, il n'y a pas d'effet de miroir. On ne voit pas l'autre comme étant le même. C'est évident que on va vers l'autre lorsqu'on va vers son semblable. Bah oui, toi aussi, tu es comme moi. Toi aussi, tu pleures. Toi aussi, tu ris. Toi aussi, c'est difficile. Et à ce moment-là, on peut tendre la main et aider, et puis comprendre l'autre, puisque je te comprends, puisque je ressens un peu les mêmes choses. Si vous vous sentez au-dessus de la mêlée, ben la mêlée, elle s'écrase. La mêlée, c'était le terme qu'on employait au Moyen-Âge pour dire la bataille. C'est-à-dire quand vous aviez les deux armées, la cavalerie, bien sûr, la chevalerie, pas la bataille, qui se regroupaient, puis qui s'en mêlaient. C'était ça la mêlée. Donc la mêlée, c'est un truc qui s'effondre, comme au rugby. Et vous avez le type qui est au-dessus. Donc qui sort de la mêlée. Qui sort de la mêlée. Qui est au-dessus de la mêlée. Qui est au-dessus de la mêlée. Voilà. Au-dessus de la mêlée. Voilà, exactement. Et donc, ce n'est pas les mêmes, puisque moi, je suis au-dessus. Et ce sont les mêmes
qui vont inventer cette théorie complètement démente du transhumanisme, de l'homme augmenté. Ça veut dire qu'il y aura des hommes diminués. Un homme diminué, on a déjà connu, ça s'appelait un sous-homme. On sait ce que ça a donné. Je veux dire, mais comment peut-on accorder un crédit à des gens qui théorisent cet homme augmenté, qui n'est là que pour valoriser certains et pour créer, évidemment, ils ont tellement peur d'être communs, ces gens-là, il faut qu'ils n'aient vraiment pas confiance en eux pour s'augmenter. Je veux dire, c'est à peu près comme... Il faut mépriser d'ailleurs l'espèce humaine. Comme les publicités pour allonger son pénis, ça fait du même ordre pour moi. Oui. Alors, c'est vrai que si on plonge un peu dans la théorie transhumaniste, moi je n'arrive pas, je ne la trouve pas crédible, enfin moi je ne peux pas y croire. Je trouve que c'est très allumé, c'est très illuminé, mais pourtant c'est voilà, et pourtant c'est très véhiculé et, par tous les moyens d'ailleurs. Parce qu'il y a toute la science derrière et qui se gargarise comme ça. Il y a l'académie qui trimballe. Vous voulez un garçon aux yeux bleus, pas de problème, on va vous le faire. Donc voilà, vous nous proposez d'agir chacun avec patience. Sans la patience, il n'y a pas de monde, pas de vie. La patience qui réclame de la ténacité. Revenir au labeur, et pas tout de suite, comme on nous a appris à être. Et puis vous faites aussi des propositions plus collectives, d'ordre social et salarial, comme proposer... Alors vous n'êtes pas pour le revenu universel, non. Vous l'exprimez plusieurs fois. Par contre, vous proposez un mi-temps pour les smicards. Un mi-temps dégagé sera un temps à tout faire, avec une compensation, évidemment, pour que le revenu soit total, sous forme de prestation. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Parce que quelle est la différence avec le revenu minimum universel, ce demi-SMIC? Je reçois la revue du Secours catholique et eux, ils sont en première ligne pour ce qui est de la misère. Quand vous lisez les numéros, c'est toujours des gens admirables qui se dédient. Vraiment, des gens merveilleux dans le monde. Hein, parce que, et ils sont contre, parce qu'ils disent que ça désocialise et qu'il n'y a rien de pire que ça. Que la solitude, la misère et la solitude, c'est le pire. Voilà. Donc, la misère dans le groupe, ça va, mais la misère seule, c'est infâme. Or, si vous avez des libéraux qui sont pour le revenu universel, il faut évidemment se méfier. C'est la première chose. C'est évidemment pas une mesure humanitaire. C'est comme ça, on atomise les individus, on les mettra chacun dans son coin, on leur mettra une chaîne Netflix gratuite, et puis des jeux vidéo, et ils nous foutront la paix. Il y aura Uber Eats qui leur apportera les pizzas et les congelés. Donc le groupe, c'est important. Or, on est en train d'atomiser la société, et le télétravail là, qui se met en place, ça va être ça. Le télétravail, c'est génial de pouvoir travailler de chez soi, mais c'est évident que toutes les structures syndicales vont exploser. Quand on est devant son ordinateur, qu'est-ce qui fait que tiens, il est l'heure, je vais partir du travail. Vous avez un coup de fil, il faut que tu nous rendes ça avant ce soir. Alors, on va avoir des gens qui vont être là à 11h, minuit, en train de finir leur boulot. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent oui, mais le télétravail, ça permet de moins circuler, donc on consomme moins de carburant, donc on pollue moins. Non, mais je suis absolument d'accord. Sauf qu'on voit l'effet pervers, tout se retourne. Dès qu'une mesure est prise par le grand capital, elle se retourne négativement, toujours. Et donc, le revenu universel par le grand capital, c'est atomiser les individus de façon à ce qu'ils ne bougent pas. Les gens bougent quand ils sont unis, quand ils sont groupés. La grande terreur, on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est quand on a vu ces gens se regrouper et le pouvoir a vacillé et ce couillon qui était prêt à se faire détroyer de l'Élysée pour partir à Baden-Baden, à rejoindre De Gaulle, ou Massu, enfin bref. Et donc encore une fois, tout ce qui est proposé comme ça, accepté par les gens de pouvoir, c'est suspect. Et le revenu universel, c'est effectivement une manière d'atomiser les gens en leur donnant le strict minimum pour qu'ils ferment leur gueule. Au lieu que dans une mesure comme celle-ci, qui est simple,
euh, où les smicards peuvent travailler à mi-temps avec un salaire intégralement compensé, ce qui coûte moins cher que le CICE, hein, c'est pas très compliqué de faire le calcul. Et auquel cas, ils ont, d'abord, ils gardent du lien social, et puis ils ont du temps à eux, parce que tout ce qu'on disait tout à l'heure, cette réappropriation, parce que c'est ça qui est important, on nous, on nous prive, on, on s'attache à nous priver de notre savoir-faire. Oui, c'est ce que vous dites. Et, Comme si un retour en arrière, c'est un recul. voilà. Et donc, la cuisine, c'est ne faites pas la cuisine, la préparer, etc. Et quand vous avez du temps, eh ben, vous vous remettez à faire la cuisine. Le confinement nous a appris ça aussi. On a vu les gens se mettre sur Facebook, tout le monde prenait son avec plat les en enfants, photo, etc. Oui, très familial. Donc, c'est non seulement vous faites la cuisine, mais vous vous intéressez aux produits que vous utilisez pour la cuisine. Et puis, si vous avez un petit bout de jardin, bah, du coup, vous pouvez aussi vous s'occuper de votre bout de jardin. Quand, à la fin du déconfinement, j'étais en Belgique, il y avait les 2 magasins qui ont été les premiers à rouvrir, c'était les magasins de bricolage et les magasins de jardinage. Donc, c'est bien dire que malgré tout, il y a une volonté des gens de ne pas céder à ce système qui leur dit ne vous occupez plus de rien, on fait tout pour vous. Vous êtes juste une force de travail, c'est tout. Et une force de travail de plus en plus bête, que ce soit, c'est plus le travail à la chaîne, dans on voit bien partout ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire des boulots de les mecs se demandent ce qu'ils font. Oui, on parle de libérisation. Oui. Donc cette réappropriation du savoir-faire, c'est aussi une réappropriation d'une identité, d'une valeur. Ah ben je sais faire ça. Et je suis très content, moi je bricole, je suis très content que j'arrive à faire quelque chose et qu'il soit droit et pas de travers. Et il y a et on sent bien qu'on n'est pas, que c'est pas très loin tout ça, à 2-3 générations. Et à une génération pour moi, les gens étaient capables de faire leur maison, ils soulevaient le capot de la voiture, ils réparaient le moteur, puis après ils filaient au jardin, etc. Il y avait cette idée qu'un homme, c'était, je parle pas vraiment des hommes, ils étaient capables de faire tout ça. En campagne, un homme, ça devait faire tout ça. Les femmes aussi faisaient tout ça, à part la voiture, à part le moteur. Le jardin, évidemment, la cuisine. Oui, parce qu'elles ont tenu les pays pendant les guerres. Parce que les hommes n'étaient pas là. C'était les femmes qui faisaient tourner. Donc ça, c'est assez facile. Et simplement, il faut du temps. Or, on tend à nous priver de ce temps, à nous le prendre. Et alors, avec l'histoire des Gilets jaunes, ça a mis en évidence un des problèmes de cette société-là, c'est qu'en supprimant les services publics, en éloignant les lieux de vie du lieu de travail, parce que c'est très cher d'habiter près de son lieu de travail, donc vous habitez plus loin, parce que de toute façon vous avez un salaire minable, et que donc en habitant plus loin, bah, du coup vous faites d'autant plus de trajets, c'est non seulement de l'essence, mais c'est aussi se lever 1 heure ou 2 heures plus tôt. Donc si vous récupérez ce temps-là, les gens, c'est pas vrai qu'ils vont rester devant le canapé, c'est pas vrai, les gens on l'a vu avec le confinement, ils sont parfaitement capables d'inventer leur vie. Et sauf que c'est la grande terreur, c'est ça. Des fois que des gens inventeraient une vie qui ne soit pas conforme à l'idée qu'on se fait du marché. Ils ne sont pas récupérables, oui. Soudain le marché n'intéresserait plus. C'est le cauchemar. C'est pour ça que je cite cette phrase du capitaine Haddock. C'est dans le début de Rackham le Rouge, lorsqu'il s'apprête à partir rechercher le trésor de Rackham le Rouge là-bas. Et donc il arme un bateau que, évidemment, Haddock commande. Et puis il y a un petit bonhomme avec son chapeau melon vert et sa gabardine verte qui arrive et qui veut proposer son sous-marin pour aller rechercher l'épave. Et évidemment, il est sourd et Haddock s'énerve. Il ne sait plus comment lui dire. Et il écrit « Votre appareil ne nous intéresse pas ». Voilà. Je trouve que ça devrait être écrit en lettres d'or sur tous les frontons des supermarchés. Votre appareil ne nous intéresse pas. Jean Rouault, pour terminer, vous avez écrit L'avenir des simples en 2018. Nous sommes en 2020.
Il y a une vraie présentation, grâce à une colère très poétique et constructive de ce que l'on vit, et puis des options pour que ça aille mieux. Une fois qu'on a écrit L'avenir des simples, qu'on s'est peut-être délesté de quelque chose et partagé avec les autres, qu'est-ce qu'on a encore envie de faire pour pas faire passer le message? Je vais le dire comme ça, mais c'est pas ça que j'ai envie de le dire. J'ai envie avec ma compagne, donc dans le sud, la frontière de la Drôme et du Vaucluse, on va créer des rencontres autour de ces thèmes-là. Et donc avec l'idée de mettre en avant des pratiques, parce que vous pouvez très bien avoir des rencontres intellectuelles sur l'écologie, etc. Mais bon, quelqu'un qui n'a jamais tenu une bêche et qui vous parle de comment on la tient, avec des ampoules dans les mains. Et donc, il y a un phénomène quand même qui est important, qui est le grand symptôme de tout ça. Ce sont ces gens qui quittent la ville. Paris ne sait plus comment faire pour retenir ses habitants. 80% des gens d'Île-de-France veulent se tirer, etc. Et donc, ces gens, non seulement quittent la ville, s'installent en campagne avec l'idée de renouer avec ce qu'ils ont perdu, c'est-à-dire avec du temps à eux, avec un air un peu plus respirable, avec cette possibilité de faire son jardin ou des choses comme ça, d'avoir en face de soi un arbre et pas un mur d'immeuble. Or, la France est vide. Il y a des coins chers en France, mais tout le centre de la France, la grande partie de la Normandie, le Nord, vous avez des maisons à vil prix. Enfin, vraiment, c'est pas, si vous avez un projet, etc., c'est pas quelque chose de compliqué. D'ailleurs, les gens le font. Et non seulement, donc, eux quittent la ville avec l'idée de s'installer quelque part et de vivre autrement, mais ils font profiter aussi ces lieux-là de leur expérience précédente, et il y a comme un réensemencement d'initiative à ce moment-là, voyez, parce qu'ils ont appris ce que propose la ville, à savoir la ville, c'est quand même un esprit d'initiative extraordinaire, c'est un bouillonnement, etc. Et donc, il en faut profiter. Il y a plein d'exemples comme ça de ces gens qui créent quelque chose. Et c'est par ce retour-là qu'ils créent ça et dont ils font bénéficier évidemment toute la chaîne autour d'eux, quoi. Et donc de mettre ça en avant, et ce qui rejoint cette idée dont on parlait tout à l'heure, d'une pratique locale, que le changement se fait comme ça localement par des initiatives et par des mises en réseau, sachant qu'en plus avec Internet, c'est assez simple de se repérer, de créer des réseaux, etc. Donc, donner la parole à ce mouvement-là, et donc c'est pour ça que là, on fait ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire à retable des institutions pour avoir 3 sous pour fonder ce truc-là. Et en plus, je vais créer une collection qui va s'appeler Espace Vert, c'est l'éditeur qui a trouvé le titre, chez Grasset, là aussi pour mettre en avant ces initiatives et republier parfois certains textes fondateurs, etc. Mais à la question comment est-ce qu'on continue, ben voilà, ça continue par une collection et puis par une réflexion autour de rencontres. Donc restons optimistes et agissons, en tout cas. De toute façon, on ne peut pas se contenter de ce qui est et on ne peut pas attendre la fin du monde. Donc, et on ne va pas la précipiter non plus. Donc on va essayer de faire de notre mieux. Voilà, merci beaucoup. Avec honnêteté et conscience. Merci beaucoup, Jean-Rau, pour cette ère. Merci à vous. Évidemment, il faut vous lire L'avenir des simples chez Grasset. Il faut lire aussi le reste. N'hésitez pas. Et puis, je voulais présenter, avant de terminer, puisque vous avez parlé d'Eugène Varlin, Jean, donc d'une bande dessinée qui s'intitule Des graines sous la neige. C'est la vie sous la commune de Nathalie Lemel, qui était communarde, avec Eugène Varlin, Louise Michel. Donc c'est réalisé par Laurent Michon au scénario et Laetitia Rouxel
au dessin et à la couleur. Et c'est chez Locus Solus, qui est un éditeur breton. Voilà, je voulais en parler aussi, parce que si on veut en savoir plus, c'est très intéressant. C'est une femme qui a connu Louise Michel. Ça, c'est les grandes figures féminines Oui, de la commune. de la commune. Et en plus, avec le destin, où en gros, c'est la petite Bretonne qui monte à Paris, Capéroise. avec un mari breton alcoolique. On se demande bien. Bon, Et, c'est un peu caricatural. et qui tape dessus et qui s'émancipe, quoi. C'est aussi l'histoire d'une vraie émancipation. Et le début d'émancipation féminine, là, c'est quand même là que ça se passe. Là. Oui, et puis Jean Rau, j'espère qu'on vous reverra au festival organisé par Lecture en Tête du 1er au 5 avril, parce qu'on continue à réfléchir à l'engagement des artistes, l'engagement des écrivains, vous en êtes un. Merci à vous tous pour votre attention, et puis justement, restez attentifs à la culture, elle a besoin de vous. Merci à vous. Merci.